35 ans après la disparition de la jeune Nathalie Mazot à Lyon, le mystère reste entier. Les ultimes investigations ordonnées par le juge pour sonder une cave à Saint-Paul où la jeune fille aurait pu être enterrée n'ont rien donné. Cette fois, les recherches devraient être définitivement interrompues. Bonsoir, on a fini par l'appeler la disparue de Saint-Paul, du nom de ce quartier de Lyon où l'on a perdu sa trace à l'hiver 1982. Depuis presque 40 ans, l'affaire Nathalie Mazot hante la mémoire de la ville, celle des policiers et des juges qui n'ont jamais réussi à retrouver la moindre trace de cette adolescente de 14 ans volatilisée l'espace d'un week-end. Celle aussi de sa mère qui n'a cessé de se battre pour que ce dossier ne finisse pas aux oubliettes judiciaires, pour que les recherches ne s'arrêtent pas. Des années au cours desquelles les pistes se sont multipliées, de la simple fugue jusqu'à l'assassinat, avec pour ligne de mire la cave d'un immeuble lyonnais, un sous-sol obscur où la jeune fille aurait pu être martyrisée, cachée et enterrée. Avec ses mystères, ses rebondissements dramatiques, ses témoignages intrigants, l'affaire Nathalie Mazot est encore aujourd'hui l'une des plus célèbres, un cold case français. C'est cette histoire, celle d'une disparition hors du commun et d'une très longue attente que nous allons explorer avec nos invités dans ce quartier de Lyon où avait été tourné justement le film L'Horloger de Saint-Paul. Nous allons ce soir remonter le temps à la recherche d'une adolescente. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir donc dans l'heure du crime, l'affaire Nathalie Mazot, la mystérieuse disparition d'une adolescente à Lyon au cours de l'hiver 1982. En quelques heures, sa silhouette va s'évaporer. Ce samedi 6 novembre 1982, dans la matinée, Nathalie Mazot, 14 ans, est de passage chez sa mère, Yolande Guyot, que tout le monde prénomme Arlette, rue Paul Pic à Bron, une commune limitrophe de Lyon. Ce week-end, Nathalie a obtenu une permission de sortie du foyer pour mineurs où elle réside, la cité de l'enfance à Bron également. Nathalie est pensionnaire de cet établissement car sa mère n'a pas les moyens de l'élever seule. Une mère qui n'a pas une vie facile dans un environnement familial, il faut le dire, pour le moins rude. Pas de grandes ressources et 7 enfants de lits différents. Le père de Nathalie, et dont elle porte le nom, Mazot, est souvent présenté comme un homme violent et souvent absent du foyer. Malgré tout, Nathalie demeure une jeune fille souriante et joyeuse. Ce week-end de liberté, elle a prévu d'aller le passer chez sa grande sœur Evelyne, 19 ans. Toutes les deux s'adorent et ne manquent pas une occasion de se retrouver. On les croit inséparables. La maman, Yolande, fait ce samedi 2 cadeaux à sa fille. Une jupe blanche que celle-ci décide de porter immédiatement et une cassette de Serge Lama. Nathalie Mazot, longs cheveux bruns, gilet noir et jupe blanche, dit au revoir à sa mère qui la voit monter dans le bus de la ligne numéro 9, ligne qui conduit à l'époque à la gare Saint-Paul dans le 5e arrondissement de Lyon. C'est le chemin habituel pour se rendre chez sa grande sœur Evelyne. Cette dernière habite rue du Docteur Augros, antique rue pavée qui donne sur les quais de Saône. Evelyne, qui veut être styliste et travailler dans la mode, occupe ici un 2 pièces prêté par un petit copain militaire qui est toujours à droite et à gauche. Pas de téléphone portable en ce début des années 80. Nathalie ne peut être ni contactée ni donner de ses nouvelles. Le week-end se déroule ainsi sans signe de vie de la part de l'adolescente ni de sa sœur, ce qui n'a rien d'inquiétant. Le dimanche soir, un éducateur de la cité de l'enfance constate l'absence de Nathalie Mazot. Elle n'est pas rentrée comme prévu. Sa mère est prévenue de ce retard. Elle n'a aucune explication. La grande sœur Evelyne dit qu'elle ne comprend pas. Elle n'a jamais reçu la visite de sa cadette, ni samedi ni dimanche. Elle ignore totalement où elle se trouve. La mère de Nathalie Mazot, on l'entend, ne croit pas à la fugue, mais la fugue va pourtant être privilégiée. Aucune raison pour la police lyonnaise de perdre son temps à la recherche d'une adolescente qui fuit un foyer, sans doute sa famille, et qui réapparaîtra peut-être un jour en temps voulu. Un événement va vite bousculer ses certitudes. Dans la soirée du 5 janvier 1983, un coup de feu est entendu dans un appartement du quartier Saint-Paul, à Lyon. Le 2 pièces qu'occupe Evelyne Mazot, la grande sœur de Nathalie, la disparue. La jeune femme, 19 ans, est retrouvée sans vie, effondrée dans son canapé. Elle s'est tiré une balle de 22 longs rifles dans la tête avec un revolver, un REC modèle Cobra, acheté dans l'après-midi dans une armurerie du quartier des Terreaux. Elle a laissé une lettre à sa mère, quelques mots griffonnés sur une feuille. « Pardon ».
à ceux à qui je fais de la peine. Mais c'est comme ça que je serai heureuse. Pardon, maman, je t'aime. On peut lire encore cette phrase. Pardon à l'enfant que je porte. Nous retrouverons au paradis. L'explication paraît claire. Evelyne, enceinte, s'est suicidée car elle ne supportait pas de porter un enfant peut-être non désiré ou dont le père refusait d'entendre parler. Suffisamment désespérée, dans tous les cas, pour mettre fin à ses jours. Les policiers ne semblent pas se préoccuper d'un autre détail qui pourtant prête à confusion dans l'appartement. Il y a là la jupe blanche et le gilet noir que portait la petite sœur Nathalie le jour de sa disparition. Il y a aussi sur place la cassette de Serge Lama offerte par sa mère. La sœur suicidée a menti, la disparue de Saint-Paul est bien passée chez elle. Impossible pour le moment de relier le suicide d'Evelyne à l'évaporation de Nathalie. Deux sœurs qui partageaient beaucoup de leurs secrets et avaient d'étroites relations. Nathalie n'ignorait sans doute rien de la vraie vie de sa sœur. Evelyne se rêvait un destin de styliste, mais travaillait en fait comme hôtesse dans un bar à bouchons des quartiers de Saône, le Lido. Chargé de faire boire les messieurs et de les divertir, il lui arrivait aussi de fréquenter un café de mauvaise réputation près de la gare. Des rencontres multiples et quelques amours sans lendemain. Sa mère avait été alertée de cette occupation et n'avait pas vraiment apprécié. Yolande Guyot s'était rendue en personne dans l'un des établissements et avait menacé la patronne de lui envoyer la police si sa fille venait traîner ici. « Je ne voulais pas voir ma fille monter dans les étages », racontera la mère au journal Le Progrès. Yolande Guyot se souvient aussi que Evelyne avait une attitude fuyante et énigmatique après la disparition de Nathalie, comme si elle cachait quelque chose, sa grossesse certainement, mais peut-être aussi la vérité sur le départ soudain et inexplicable de sa sœur. Beaucoup donc d'incertitudes, de mystères, d'invraisemblances, de silence. Pour la mère, la disparition de Nathalie est indiscutablement liée au suicide d'Evelyne. Elle va devoir soulever des montagnes pour être entendue. Pendant des années, Yolande Guyot, la mère de Nathalie, va passer le plus clair de son temps à frapper à toutes les portes. Elle n'a en tout et pour tout en sa possession qu'un certificat de fugue dressé par le commissariat. Elle ne comprend pas le silence des autorités et de la police qui se refusent à déclencher des investigations. Et ce, malgré le suicide troublant de la sœur aînée, Evelyne, et des indices retrouvés chez elle. Rien n'y fait. Yolande Guyot va écrire à des ministres successifs, ceux de l'Intérieur et de la Justice, s'adresser à 3 présidents de la République, consulter des voyants et des radiesthésistes en vain. Aucune trace de Nathalie, aucun écho. Plus de 20 ans vont ainsi passer sans toutefois que la mère ne perde espoir. En 2008, Yolande Guyot rencontre des membres de l'association Aide aux parents d'enfants victimes, l'APEV, association qui se bat pour réactiver des dossiers, notamment de disparition, des dossiers souvent promis à l'oubli. La mère de Nathalie peut enfin raconter son histoire, se confier. L'APEV la soutient, la conseille et l'encourage à saisir la justice. C'est chose faite le 4 octobre 2008 avec une plainte pour enlèvement et séquestration de mineurs. Une enquête démarre, enfin, sur la disparition de Nathalie Mazot. Sa mère explique qu'il faut chercher dans l'environnement de la sœur suicidée, Evelyne. Celle-ci a peut-être entraîné sa cadette dans des lieux interlopes qu'elle fréquentait, des endroits strictement interdits aux mineurs et propices à de mauvaises rencontres. Chantal, aujourd'hui décédée, une autre sœur de Nathalie, a également fait des recherches. Celle-ci converge vers un établissement de la rue Octavio May, le bar des ambassadeurs. Il apparaît qu'Evelyne et Nathalie ont fréquenté l'endroit, selon les rumeurs, mais aussi un témoignage. Le patron aurait fait des travaux dans la cave à l'époque de la disparition. La brigade criminelle de Lyon, en charge de l'enquête, retrouve vite l'ancien propriétaire, un certain Jean-Claude, qui vit désormais dans un camping-car dans le Rhône. Il reconnaît avoir effectivement creusé le sous-sol, mais affirme-t-il, c'était pour chercher des pièces d'or. Nathalie est-elle ensevelie dans cette cave? En 2009, les policiers vont visiter l'endroit. Ils tombent sur une trappe qui donne sur une étroite volée d'escalier. Escalier qui débouche sur un petit tunnel dont l'extrémité a été murée. L'ancien propriétaire parle d'une cloison pour éviter les inondations. On perce 2 trous dans ce mur, mais on ne découvre rien. Les lampes torches ne balaient qu'un vieux tas de gravats. Pas de corps à première vue dans les profondeurs du bar des ambassadeurs.
Les recherches vont tourner court et l'enquête ne va plus beaucoup progresser. Le dossier va même être refermé par la justice qui considère que les sous-sols du bar de la rue Octavio May ont livré tous leurs secrets. Mais en est-on si sûr ? Le 14 septembre 2014, le juge chargé du dossier de la disparition de Nathalie Mazo clôture l'information judiciaire. Un non-lieu est prononcé, l'enquête s'arrête. Le juge estime que toutes les vérifications possibles ont été entreprises. Il refuse de procéder à des fouilles plus approfondies dans la cave du bar des Ambassadeurs. Yolande Guyot estime pourtant que cette cavité, obturée par un mur de briques, n'a pas été assez explorée. Le juge répond que les policiers ont fouillé à 2 reprises cet endroit et qu'une opération de terrassement serait beaucoup trop onéreuse. En dépit de cette fin de non-recevoir, Yolande Guyot ne se décourage pas. Avec son avocate, maître Ingrid Bottella, elle fait appel de la décision du juge. Le 2 juin 2015, à 10h, toutes deux sont présentes dans l'ancien palais de justice de Lyon. L'audience de la chambre de l'instruction se tient à huis clos. 4 semaines plus tard, le mardi 30 juin, la cour d'appel rend son arrêt. Elle admet que les investigations se sont heurtées aux années écoulées et que des vérifications supplémentaires dans la cave sont nécessaires. Les juges indiquent « Il faut le faire par rapport à la détresse d'une mère. Il faut laisser une dernière chance. » Des fouilles de la dernière chance vont donc avoir lieu à la grande satisfaction de Yolande Guyot, même s'il va falloir patienter encore longtemps pour pouvoir y assister. 2 ans après la décision qui relance l'enquête, le 9 mai 2017, des expertises sont ordonnées par le juge qui s'est vu confier le dossier, Patrick Audugé. Celui-ci a mandaté 2 experts de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, l'IRCGN, pour sonder les murs de la cave de cet ancien bar à mauvaise réputation. Le 8 juin, le juge, des techniciens de la police scientifique, des enquêteurs de la PJ et 2 maçons réquisitionnés pour l'occasion sont à pied d'œuvre rue Octavio May. L'équipe utilise un géoradar, appareil qui peut détecter derrière les murs des anomalies et signaler la présence d'un corps. Pendant plus d'1 heure, les 5 mètres carrés de la cave, sur 2 niveaux, sont ratissés par le géoradar. Les 2 maçons cassent également une dalle de béton, mais rien n'apparaît. Aucune forme suspecte. Le juge Audugé est déçu. Il indique alors « On n'a rien trouvé. Tout ce qui est raisonnable a été fait. Et on est vraiment au bout de la course. » Pour le moment, en l'absence de résultats, le juge Audugé n'a pas le choix. Il doit refermer le dossier Nathalie Mazo. La mère et les amis de la disparue vont devoir se résoudre à vivre avec un éternel point d'interrogation. Yolande Guyot, la maman de Nathalie, s'est effondrée après la 2e campagne de fouilles dans les caves du bar Les Ambassadeurs au centre de Lyon. Elle était persuadée que sa fille, alors âgée de 14 ans, avait été séquestrée ici, martyrisée, puis éliminée avant d'être ensevelie. Tout semblait concorder, y compris l'existence d'une cavité cachée, mais rien n'a été trouvé par les experts. La mère de la disparue a alors compris qu'elle ne la retrouverait jamais. « Je n'ai plus aucune piste, je crois que c'est fini pour moi et que je ne saurai jamais », dit-elle à l'époque en guise de réaction. Même désillusion pour celles et ceux qui avaient fréquenté Nathalie au moment de l'adolescence, des amis qui s'étaient retrouvés et mobilisés, notamment sur les réseaux sociaux ou à la recherche d'indices sur le terrain, avec l'espoir de faire avancer l'enquête. La plupart avaient même témoigné auprès de la police judiciaire afin de communiquer leurs souvenirs, un simple détail pouvant faire basculer l'enquête. La seule personne qui aurait pu éclairer vraiment les investigations était la sœur de la disparue, Evelyne, mais elle a emporté ses secrets dans son suicide. Aucun témoin digne de ce nom ne s'est jamais manifesté pour dire qu'il avait vu ou croisé Nathalie Mazo ce week-end de novembre 1982, où sa silhouette s'est effacée dans les rues de Lyon.